Dans un monde où la transformation digitale a redéfini les métiers, les usages et les risques, le secteur bancaire africain fait face à un double défi. Accélérer sa modernisation tout en renforçant sa cybersécurité. Au cœur de cette équation stratégique, les directions des systèmes d'information et de sécurité jouent un rôle actif. Digital Mag Côte d'Ivoire a aujourd'hui le plaisir de rencontrer Madame Karaboué, DSSI du groupe AFG, pour un échange autour d'une thématique majeure. Comment bâtir un écosystème cyber résilient et souverain grâce aux partenariats publics et privés. Madame Karaboué, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de secteur privé et d'implication également de l'État dans ce processus-là de transformation numérique. Comment est-ce que les partenariats publics et privés peuvent-ils garantir une souveraineté numérique dans nos États? La souveraineté numérique, en fait, c'est un thème ou un concept avec lequel j'ai un tout petit peu de mal. Pourquoi? Je sais que je peux être à contre-courant, mais cela m'étonne quand on parle de souveraineté numérique, quand nous-mêmes, nous n'avons pas d'application, quand nous n'avons pas véritablement fabriqué ou produit sur nos territoires des éléments. La plupart des choses que nous utilisons viennent des GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. C'est ce que là qu'on utilise pour travailler, pour collaborer, pour téléphoner, etc. Pour échanger. Nous utilisons des plateformes qui proviennent de l'étranger, et l'étranger, qui dit étranger, je parle essentiellement des États-Unis, qui ont pris le pas sur tout le monde, donc les GAFAM, États-Unis. Au niveau de l'Europe, pour rattraper ce gap-là, puisque l'Europe n'a pas véritablement poussé plus loin, ou en tout cas n'a pas eu les moyens, ou n'a pas eu peut-être cette rapidité de comprendre et donc de pouvoir investir justement dans tout ce qu'il y a comme recherche et développement sur ces thématiques-là. Donc l'Europe s'est surtout rabattue sur tout ce qu'il y a comme législation, loi, RGPD, les différentes instructions réglementaires et tout, pour quand même pouvoir contrer un tout petit peu ou en tout cas contenir le pouvoir grandissant, j'ai envie de dire même grandiloquent, des GAFAM. Au niveau de l'Afrique, qu'avons-nous fait? Nous sommes dépendants en fait de ces puissances étrangères. Nous, au niveau des lois, nous avons des lois qui sont encore en gestation. En Côte d'Ivoire, nous avons la loi de 2013 sur la protection des données. Loi qui existe avant même le RGPD, qui est beaucoup plus construite, qui est beaucoup plus bâtie. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on repriorise. Où est-ce qu'on veut partir exactement? En quoi est-ce qu'on veut investir? Dans quoi est-ce qu'on veut investir véritablement? Et quelles sont nos priorités en fait sur ces thématiques, sur ces sujets-là? Donc, oui, il y a des choses à faire. Oui, nous sommes dépendants. Et quand on me parle de souveraineté numérique, pour moi, c'est de mettre un peu la charrue avant les bœufs. Faisons nous-mêmes notre propre introspection. Faisons un état des lieux. Sachant exactement sur quoi compter, sur qui compter. Moi, je compte sur la jeunesse, je fonds en la jeunesse. Au-delà d'AFG Holding, je suis moi-même CEO d'une start-up qui s'appelle Awale Technologies, qui mise véritablement sur la formation. Donc, je mise sur la formation et je mise aussi sur la formation en alternance. Je suis aussi administratrice de l'UFRA, qui est l'Université française de Côte d'Ivoire, et j'ai à charge de dérouler en fait en termes de nouvelles technologies toutes les formations qui sont embarquées, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau des projets, donc quand je dis projet, c'est chef de projet informatique, AMOA pour la maîtrise d'ouvrage, AMOE pour la maîtrise d'œuvre, c'est aussi tout ce qui concerne la cybersécurité. En cybersécurité, nous avons plusieurs blocs. Ce n'est pas juste un seul métier. Dans la cybersécurité, elle est assez vaste. Hein. Vous avez plus de 32 métiers qui sont répartis par, on va dire, blocs. Donc moi, je pars sur le bloc organisationnel, je pars aussi sur le bloc sécurité offensive. Donc j'imite, et l'idée de la sécurité offensive, pour faire très simple, c'est de pouvoir imiter un hacker. De dire, on nous attaque très souvent, essayons nous-mêmes de voir quelles sont nos failles en fait qu'on peut attaquer. Et vous avez un troisième bloc que je mets dans la sécurité défensive. Comment est-ce qu'on peut contrecarrer en fait ces menaces-là? Sans mettant le pilier organisationnel, le pilier sécurité défensive et le pilier sécurité offensive, on pourra à minima pour moi faire le tour du domaine qu'est la cybersécurité. Donc quand on parle de souveraineté numérique, qu'est-ce que nous on met sur la table? Je vous ai évoqué les GAFAM, je vous ai évoqué l'Europe. Qu'est-ce que l'Afrique met sur la table? D'accord. D'accord, cela signifie alors que l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire a beaucoup de travail à faire
pour être un État souverain numériquement, on va le dire? Après, peut-être pour resituer aussi les choses, on a un État quand même, j'ai vu les différents panels. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire depuis 2 ans exactement. J'ai vu les différents panels qu'il y a. J'ai été invitée à des panels aussi, notamment avec le ministère de la Transformation numérique. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc j'aime à dire que l'écosystème, il est frémissant, il est en train de bouillonner. Il y a des initiatives qui sont prises, mais pour moi, tout part d'une stratégie nationale. Je suis très heureuse qu'on ait l'ANC, il existe l'ANC en France. Et avec l'ANC, j'espère pouvoir avoir justement ce côté en termes de sensibilisation du public, en termes de nouvelles législations qui peuvent sortir, de nouveaux textes de loi, notamment sur l'encadrement aussi de l'IA. Quelle IA éthique est-ce que nous souhaitons mettre en place? Tout ça, ce sont des conversations ou en tout cas des débats qui doivent avoir lieu. Et en termes de législation, il va falloir légiférer aussi sur ces éléments. Justement, vous avez évoqué le fait de l'IA, l'intelligence artificielle, comme opportunité et comme source de souveraineté numérique. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle ici ne pourrait pas jouer en notre défaveur, vu qu'on l'a vu, hein, la Côte d'Ivoire est citée parmi les pays avec le plus de hackers dans le monde? J'aime beaucoup l'IA, tout comme j'aime beaucoup les couteaux de cuisine. Ça me permet de d'épaisser, ça me permet de couper très rapidement. Pourquoi je prends l'exemple du couteau de cuisine? Le couteau peut être utilisé justement à des fins malencontreuses. Tout dépend de l'utilisation qu'on souhaite faire en fait des outils, des instruments, des choses que nous avons. Au niveau de l'intelligence artificielle, on peut détecter très rapidement, comme je le disais tantôt, des fraudes. Au niveau de l'intelligence artificielle, ça peut nous faire ce qu'on appelle des leapfrogs, donc des sauts, des bonds de grenouille en fait, pour pouvoir aller très rapidement sur des solutions. Je m'intéresse beaucoup, en tout cas, à tout ce qu'il y a comme recherche aussi sur la santé féminine et autres. L'IA peut nous aider grandement, surtout la santé de la femme, mais ça c'est un autre sujet. Mais l'IA peut aider médicalement parlant, peut nous aider au niveau même de tout ce qui concerne l'apprentissage. On peut aller mais très rapidement sur de nouveaux modes d'apprentissage. Je peux vous parler par exemple d'un apprentissage qui est calqué selon les besoins de l'enfant et selon les capacités de chaque enfant. Pas de retrouver 50 enfants dans une classe comme ça, mais avec une intelligence artificielle qui détecte en fait les points forts, les points faibles et pouvoir améliorer et donc customiser, si je puis ainsi dire, la formation par rapport à celui qu'on a. Il y a des possibilités immenses. Tout comme, je le disais tantôt, c'est un couteau à double tranchant. Avec l'IA, l'IA est utilisée par des hackers en fait, pour des cyberattaques sophistiquées. Il y en a eu plusieurs récemment. Je peux vous donner le cas en fait, d'un Chinois qui était persuadé de se retrouver avec son comité de direction et il était en ligne, donc il était en visioconférence, donc il a vu les photos et les noms de tout son top management. Ils ont tenu une session entière ainsi et ils ont donné, j'ai envie de dire, des instructions, notamment sur un virement bancaire. Finalement, le RIB du client a changé, du prestataire a changé. On vient juste de t'envoyer un nouveau RIB, il faudra faire un virement là-dessus. D'accord, c'est mon boss qui me parle. Nous sommes en plein conseil, en plein comité de direction. J'exécute. Sauf que tout autour de l'attaque, il n'y avait que de l'intelligence artificielle. Il n'y avait pas un seul être humain à part lui. Et il a viré pas moins de 26 millions d'euros. Voici en fait les conséquences de l'IA. Donc ça veut dire qu'il y a eu une intrusion dans leur système, qu'ils sont restés à minima 1 an à observer les différents échanges, à comprendre qui était qui, quels étaient les rôles et responsabilités, et donc à pouvoir mener cette attaque sophistiquée. Avec l'intelligence artificielle désormais, il y a des attaques même où l'humain n'interagit plus, où tout est piloté via une intelligence artificielle. Voici les défis colossaux en fait, auxquels on doit faire face. Oui, l'IA a du bon. Oui, l'IA a du mauvais. Pour cela, il faut légiférer, il faut un encadrement éthique qui est très demandé. Il y a eu justement récemment la sortie de... Bon, récemment, ça date de fin 2023, hein, décembre 2023, début 2024, je pense décembre 2023, de l'ISO 42001, qui est vraiment ciblé sur l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des choses auxquelles on doit s'intéresser. Je sais aussi que les différentes... j'ai envie de dire, les différents publics, en tout cas le secteur public s'intéresse grandement à ces sujets-là. Il va falloir légiférer, il va falloir investir aussi, et puis il va falloir prendre des décisions idoines, en tout cas pour l'avenir de nos enfants en Afrique. Sinon, on aura une sorte de colonisation numérique qui se fera via des enfants qui viennent... D'accord, madame. Suite à tout cela, quel serait votre mot de fin
ou on va dire un conseil que vous aurez à donner à la jeunesse qui souhaite entreprendre dans le domaine du numérique, de la cyberactivité et tout ça? Alors, pour la jeunesse, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai grandi ici en Côte d'Ivoire. Je suis née et j'ai grandi ici en Côte d'Ivoire. Et c'est de dire que le champ des possibles, il est toujours ouvert. De ne pas se dire, c'est vrai que les choses peuvent être difficiles et généralement les générations précédentes ont l'habitude de dire aux plus jeunes, non, vous à votre époque c'est plus facile, non c'était plus difficile pour X ou Y raison. Il y a énormément d'opportunités qui peuvent être utilisées. J'aurais apprécié moi pouvoir faire des études en ligne quand j'étais ici, mais je n'ai pas eu cette opportunité. C'est une opportunité. On a l'information à l'instant T désormais. Donc j'ai envie de dire que chaque génération a ses propres difficultés, a ses propres challenges et que derrière, il y a énormément de possibilités. C'est de s'intéresser aux possibilités, c'est de faire des recherches, c'est de pouvoir vouloir déjà avancer. Et puis, on a énormément de ressources, de matières sur le numérique, la cybersécurité, même simplement avec YouTube. Vous avez énormément d'informations, vous avez des plateformes en ligne, bon, sans vouloir faire de publicité, mais vous avez EDX, vous avez Coursera, vous avez toutes ces plateformes-là. Vous avez aussi l'UFRA qui est en train de lancer sa plateforme pour des, j'ai envie de dire, pour des cours, des formations en ligne. Donc, c'est d'explorer toutes les possibilités qu'il y a en ce moment, de ne pas se décourager. Je l'ai dit tantôt, l'Afrique est un terreau fertile, justement par rapport à cette jeunesse-là. Et je n'ai pas envie qu'il y ait une sorte d'exode en fait, de nos talents locaux vers l'étranger. Il y a une forte aspiration provenant du Canada, provenant des pays européens. Et je le sais. Voilà, parce que j'y ai été, parce que même en ce moment, on me demande de repartir, parce qu'il y a énormément de jeunes aussi qui y vont, qui se sentent bien et qui n'ont aucune problématique pour pouvoir s'y installer. Mais je l'ai déjà dit, et je l'avais dit lors d'un panel, pour moi, la finale, c'est en Afrique. La finale, c'est en Afrique. Que pensez-vous de Digital Map, le média qui vous donne la parole aujourd'hui? Je vous remercie vraiment de l'opportunité qui m'est présentée, qui m'est offerte en tout cas de pouvoir m'exprimer sur des sujets qui ne sont pas forcément perçus comme étant simples ou en tout cas qui sont perçus comme étant très techniques. Je tiens à rassurer que la cybersécurité est assez transversale dans les différents métiers. Je suis contente qu'il y ait un magazine qui soit 100% dédié quand même au digital, je m'y retrouve. Je trouve que c'est une belle initiative. Il y a un fort impact aussi et je trouve qu'on ne pourrait pas faire mieux dans un écosystème comme le nôtre pour pouvoir amener justement cette jeunesse-là à s'intéresser à ces problématiques. Cela peut avoir un impact aussi même sur la gestion des carrières de ces jeunes-là ou comment est-ce qu'ils se projettent. Donc pour moi, c'est une très belle initiative qui s'inscrit pleinement dans le contexte dans lequel nous évoluons et puis je vous souhaite longue vie.